Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Je m'appelle Philippe Chapeau. Je suis l'organisateur du salon Le Radio. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui connaissent le salon depuis 2003 que nous l'organisons. Et oui, ça fait un petit bail. Et puis, avant mon père et avant ma demi-sœur, donc c'est une histoire de famille. Donc, on est des professionnels du média, de la radio, du podcast et de l'audio digital depuis 22 ans, avec une société qui s'appelle Édition HF et qui publie la lettre de la radio, qui publie un nouveau petit magazine qui s'appelle Le Pod, qui réunit, on essaie de fédérer les acteurs de la radio et de l'audio digital et maintenant du podcast parce que on estime que le son et l'audio étaient les parents pauvres de l'audiovisuel. Et maintenant, le son on est à l'âge d'or de l'audio. On n'a jamais autant écouté d'audio que maintenant, et je pense que c'est pas fait pour s'arrêter. Et c'est pas les invités qui sont avec moi aujourd'hui qui vont me contredire. Et donc je suis vraiment très heureux parce que ce milieu du podcast est un milieu. Moi, j'ai pas connu la radio dans les années 80. Beaucoup ici, et si vous allez dans la partie exposants en bas. Les exposants, vous ne pouvez pas imaginer, ils ont tous connu les années 80. Il se rajeunit, il ment. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas connu ça. Donc, moi, j'étais dans le tennis, j'étais prof de tennis à l'étranger, j'avais rien à voir avec les médias. Et là, je trouve, en fait, ce dont on parlait des années 80, eh bien, j'ai l'impression de le trouver avec le podcast. J'ai trouvé que tous ces acteurs du podcast et de l'audio digital natif, je dis pas que les gens de radio sont pas fantastiques. Au contraire, les gens de radio, ils font ça depuis des années et des années et on les côtoie sans arrêt, on les connaît. Et le podcast natif les remet en question et rebat les cartes et ça fait du bien pour l'ensemble de la profession, de l'industrie. Et ça fait du bien qu'on parle à nouveau audio où qu'on soit avec les enceintes connectées, les voitures connectées. Voilà. Bon, j'arrête parce qu'après, ma passion me prend le dessus et je ne m'arrête plus. Je fais des longs tunnels. Donc, j'arrêterai ici. En tout cas, je suis très heureux que Mathieu et Clémentine aient accepté de lancer avec nous un magazine qui est un peu fou. Et d'ailleurs, c'est toi, Mathieu, qui m'a dit, je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses de lancer un magazine? C'est un peu un pari fou. J'ai dit oui, mais c'est un peu moi aussi. Pour le moins. Pour le moins, voilà. Donc, on a lancé le Kiss Kiss il y a 2 jours. Pour ceux qui le désirent, on a des petites cartes ici avec des QR codes qu'on va vous distribuer. Si vous voulez nous aider à partager et à propager Podcast Magazine, on vous fait une petite vidéo de présentation de ce qu'est Podcast Magazine et que vous pouvez retrouver sur le site de podcastmagazine.fr. C'est parti pour la petite vidéo. Que vous retrouverez simplement de lancement et je vais tout de suite discuter un peu avec nos intervenants qui font du podcast, Mathieu et Stéphanie, Mathieu et Clémentine qui nous ont fait le plaisir de faire un entretien croisé dans Podcast Magazine où on va dévoiler plein de choses. On a passé 2h30 ensemble et c'est ça aussi qui est assez magique dans l'audio, c'est la durée par rapport à des gens de radio qui sont habitués à limiter à vous avez 2 minutes pour faire votre... Et Mathieu, pour te présenter rapidement, toi, tu as un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est un podcast long, qui est donc de la slow radio, on va dire, et qui cartonne. Oui, en tout cas, il est long, c'est sûr, très long. Enfin, c'est vrai que souvent on me dit long, alors après on me dit combien de temps. Je pense que les gens se disent peut-être 45 minutes ou voilà, et puis de plus en plus c'est
3 heures, donc ou 2h45 ou 2h30. Donc il faut se projeter un peu là-dedans parce que en fait on se dit mais qui écoute? Alors maintenant on fait un truc assez rigolo avec mes invités récemment, c'est qu'on donne un mot-clé à la fin de l'épisode. C'est un truc de youtubeur, ça que tu dois connaître, Hugo, non, je pense. Et tu donnes un mot-clé à la fin de l'épisode. Donc le dernier était Audace, par exemple, avec Caroline Vigneault. Et puis les gens doivent poster le mot-clé sur les réseaux sociaux pour prouver qu'ils l'ont écouté jusqu'au bout. Ah, c'est comment en fait, savoir? Tu reçois un nombre de messages avec le mot-clé qui est assez hallucinant. Et ce qui est fou, c'est que les taux de complétion sur nos épisodes sont... alors j'ai un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, qui est plus court, qui dure une heure, sur les finances perso et génération du self. Dans les deux cas, on est à 70%, un peu plus généralement, de complétion. Donc 70% des auditeurs l'écoutent en entier. C'est ce qui est assez fou en fait dans l'idée. Ouais. Alors là, on est avec des annonceurs, avec des régies, avec des offres digitales audio. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un annonceur, à une marque pour se positionner sur l'audio en général? Alors sur l'audio en général, moi je suis vraiment sur et je pense que là je peux parler presque, alors peut-être moins toi parce que tu es journaliste aussi, toi tu as une carte de presse, c'est différent. Tu l'as d'ailleurs, tu l'avais pas encore, tu vas l'avoir. Mais typiquement, je pense qu'en ce qui nous concerne, si je peux parler, on est moins sur de la pub, et moi je parle même pas d'annonceur, je parle de sponsor. C'est une relation entre une marque et tu me parlais de Bâche qui t'habille tout le temps, dont on parle, voilà. Et en fait, moi, je vais choisir des sponsors avec qui je travaille, mais que j'aime en fait. Tu vois, on est vraiment dans un truc qui est. Je vais pas dire, tiens, achète-toi une Dacia Logan. Si j'aime pas la Dacia Logan, tu vois. Donc si c'est mon trip, bah, je vais voilà. Et donc du coup, je vais avoir de temps en temps des sponsors qui vont venir me voir en me disant, est-ce que tu peux dire ça? En fait, comme c'est une recommandation, c'est difficile pour moi de dire. Tu vois, soit des marques que j'aime pas vraiment, soit des trucs sur lesquels je suis pas légitime, tu vois. Donc j'essaye vraiment de trouver quelque chose sur lequel je vais apporter à mes auditeurs. Et j'ai reçu plusieurs messages encore récemment de gens qui disent, en fait, les messages de sponsoring de Mathieu, ils apportent quelque chose à chaque fois. Ils nous permettent de découvrir des marques, de comprendre lesquelles sont bien, etc. Donc c'est plus souvent même nous qui allons vers certaines marques que l'inverse. Clémentine, alors toi, c'est un peu différent ton positionnement par rapport aux marques. Comment tu travailles avec les marques et ton podcast? Donc, on rappelle ton podcast rapidement. Oui, donc moi, j'ai le podcast Bliss Stories depuis 4 ans maintenant, qui est le premier podcast sur la maternité sans filtre. Voilà, c'est un rendez-vous tous les lundis qui existe depuis 4 ans et qui génère pas mal d'écoutes. Donc, en fait, très vite, j'ai eu des super écoutes et une audience très engagée. Qui a eu pour vitrine aussi Instagram, qui a permis aussi de faire vivre tout cet écosystème Bliss Stories. Et en fait, moi, très rapidement, je suis rentrée chez Nouvelles Écoutes, la régie publicitaire Nouvelles Écoutes, qui s'appelle Native maintenant. Coucou tout le monde, coucou les filles. Voilà, et en fait, on s'est tout de suite rencontrés au bon moment, puisque elle démarrait en fait la régie pub, et moi j'avais démarré Bliss depuis 6 mois. Il y avait des grosses audiences déjà, donc susceptibles d'intéresser des annonceurs qui, effectivement, à travers des messages host read, donc écrits et dits par moi, donnaient un côté sur mesure, quoi, écrit sur mesure, et c'est toujours le cas pour des marques très ciblées qui vont droit au but, quoi, parce que moi, mon audience, on sait qui c'est des femmes essentiellement, mères ou futures mères, très engagées, plutôt urbaines, CSP+, même si j'aime pas trop dire ça. Vous connaissez bien vos publics, en fait, vos cibles. On les connaît très bien. Ce sont des médias très communautaires. Ouais. Très communautaires. Puis moi, je suis en prise vraiment directe avec ma communauté à travers Instagram. Donc, j'ai un retour immédiat sur les marques que je mets en avant. Et donc, il faut que je fasse très attention à ce que ce soit des marques, depuis le début, c'est ce que je fais, c'est des marques qui sont vraiment en affinité avec les valeurs de mon podcast. Ce qui est très fort, c'est que c'est plus un partage de valeurs qu'un panneau sur lequel une marque va s'exprimer, ce qui est très respectable aussi. Dans la radio, on va avoir notamment dans un autre de mes métiers d'agence, oui, parce que nous, Cosa Vostra et maintenant Orso Média. Des univers de marques, on peut créer un certain nombre de choses, mais là, on n'est pas exactement dans le même univers. On n'est pas dans un endroit où une marque s'exprime avec une publicité, avec une création qui vient d'elle. On est vraiment plus dans l'univers du podcasteur qui va
engager sa communauté auprès de la marque et Et dire. qu'il y a à la une marque, promesse vis-à-vis Ouais. de ses auditeurs et qui fait que s'il prend n'importe quelle marque, et je pense, on va passer le mot aussi à Hugo parce que tu es aussi toi. Alors, le podcast pour toi, c'est pas arrivé tout de suite. Tu es plus un YouTuber et on en parlait. En fait, ce qui s'est passé, pour vous dire pourquoi Hugo est là, et c'est aussi la magie de ces rencontres, c'est qu'on a fait ce petit-déj, un vrai petit-déj, hein, où on a passé 3 heures avec Clémentine et Mathieu. Et pourtant, voilà, les emplois du temps sont toujours très chargés pour tout le monde. Et on a parlé de Hugo. Et moi, j'avais écouté l'interview de Génération Do It Yourself, 2h30 avec Hugo Travers. Vraiment super intéressant. Et donc, c'est grâce à Mathieu que Hugo est là. Et toi, Hugo, tu n'es pas tout de suite lancé dans le podcast. C'était plutôt du YouTube. Et qu'est-ce que t'apporte l'audio et comment tu te positionnes par rapport aux marques, toi, de ton côté? C'est vrai que c'est venu très tardivement et c'est dû à plusieurs choses. Déjà, ma génération est beaucoup plus sur YouTube et pendant longtemps était encore beaucoup plus sur YouTube ou sur Instagram que sur les formats podcast. Et moi, dans mon objectif d'information et cet objectif d'information qui était principalement pour les jeunes au départ, c'était assez naturel d'aller sur YouTube, de faire des vidéos d'actualité sur YouTube et puis après sur Instagram et sur TikTok, etc. Le format podcast, il est arrivé déjà parce que moi j'avais un intérêt pour l'audio à titre personnel, mais au-delà de ça parce que j'ai réalisé que en réalité un certain nombre de mes vidéos sur YouTube étaient beaucoup écoutées plutôt que regardées. Et je l'ai vu de façon assez simple. J'ai reçu un commentaire un jour de quelqu'un qui disait ouais, je regarde ta vidéo, enfin tes actus du jour tous les matins sous la douche. Et je me disais mais genre, soit il y a une technologie que je ne connais pas avec des télés intégrées aux douches et un système, voilà. Soit c'est un peu, enfin, c'est pas normal, quoi. Et donc, je lui demande, mais comment ça? Il me dit, bah ouais, en fait, je le mets à côté sur mon lavabo, je mets le son à fond et je me douche en même temps et j'écoute les actus. Et donc, je sais plus, j'ai repartagé ça en story, je crois, et j'ai eu en fait des centaines et des centaines de retours de gens qui me disaient, mais moi, c'est pareil, moi, c'est en me brossant les dents, ou moi, c'est en faisant je ne sais quoi, ou dans les transports, mais j'ai la vidéo coupée, quoi. Et j'ai réalisé que, bah oui, beaucoup de gens écoutaient la vidéo. Et c'est un point, je pense que c'est important, le fait de comprendre que aujourd'hui, je ne sais pas que ça n'a pas de sens de penser par format, mais de fait, moi, je peux faire une émission en direct sur Twitch qui va être rediffusée sur YouTube, qui aura sa version podcast en podcast, et ça pose pas de souci. Au contraire, enfin, notre format, un de nos podcasts, donc les actus du jour, en réalité, c'est un format qui est aussi disponible sur YouTube. Et pour autant, c'est parmi là l'un des podcasts, 4-5 podcasts les plus écoutés en France aujourd'hui. Donc, c'est parce que de fait, c'est quelque chose aussi qui a été pensé comme un format audio aussi, quoi. Tu as aussi une notoriété, une grosse communauté, parce que la communauté est là-dedans. C'est le cœur du fonctionnement d'un podcast qui peut marcher, parce qu'un podcast qui n'a pas de communauté, c'est très long. Oui, mais non. Cela dit, tu dis grosse communauté. En fait, des toutes petites communautés sur des niches très pointues sont super efficaces. Je veux dire, tu fais le podcast des vétérinaires spécialisés sur les chats ou les perroquets. Bah, je veux dire, il y a généralement en face quelqu'un qui a un produit ou un service qui va aller là-dessus. Donc, de temps en temps, des communautés de niche sur les avocats, les architectes, en fait, ça fonctionne, quoi. Donc, faut pas forcément être obsédé par la taille. Il faut vraiment aussi chercher la pertinence. Et c'est ce qui est intéressant dans tous ces formats, c'est qu'en fait, comme les coûts de production et les coûts de diffusion sont plus les mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes coûts que les personnes qui font de la radio ici, du coup, ça te permet d'aller travailler des communautés beaucoup plus précises. Je prends l'exemple de La Martingale, qui est le deuxième podcast dont je parlais tout à l'heure. Je fais à peu près 1/5 des audiences de Génération Do It Yourself sur La Martingale, et nos CPM sont 50% plus élevés. Parce qu'on est sur des finances personnelles, parce que là, ça se bat entre toutes les fintechs qui veulent toucher en direct un certain nombre de personnes. Et on a vendu avec Orso et Christopher, que vous avez peut-être vu ailleurs, tous les écrans de La Martingale jusqu'à la mi-2023. J'ai 1 an et 2 mois sur lequel je sais que c'est plié. Alors, ça laisse rêveur pour beaucoup de podcasteurs. C'est pas forcément aussi simple que ça le paraît. Au niveau des marques, Hugo, toi, on parle beaucoup et ça fait partie des thématiques du club des annonceurs. Et on excuse Karine Tisserand qui pouvait pas être là, mais je pense que la présidente du club, ouais, vous êtes, voilà. Donc, je vous inviterai à dire un petit mot quand même juste après ce petit entretien. On parle de contenu snackable. Donc Snackable, est-ce que c'est les contenus? Alors,
je vais pas poser la question à Mathieu parce que c'est 2h30 si c'est pas vraiment snackable, quoique ça dépend. Si on mange lentement, ça peut être snackable. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, toi, Hugo, de ton côté, à des contenus rapides et comment une marque peut se positionner sur des contenus comme ça? Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par snackable parce qu'en réalité, on Court, peut avoir, rapide. mais justement, c'est là où c'est intéressant de voir que dans le format podcast, de fait, alors on peut avoir des formats courts qui fonctionnent bien. Après, moi, le format des actus du jour, c'est une dizaine de minutes. Ça marche très bien. C'est dans la routine de beaucoup de personnes aujourd'hui et c'est très bien. Mais comme on peut avoir aussi des formats plus longs, et c'est là, je pense que c'est l'élément assez important du point de vue des annonceurs, à mon avis, c'est que justement, le format de podcast permet une grande liberté en termes de création, beaucoup plus d'ailleurs que sur pas mal de réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on prend le cas d'un TikTok, par exemple, si on fait du contenu, moi, dans mon cas d'information sur TikTok, certes, je peux en soi faire ce que je veux dans le contenu, mais il y a quand même des règles liées à l'algorithme et liées à la plateforme qui sont telles que je ne peux pas tout faire non plus. C'est-à-dire qu'il y a des codes très stricts et si l'algorithme dit non, ça passe pas, ça va pas plaire, ça n'ira pas dessus. Le podcast, c'est quand même très différent parce que de fait, les gens s'abonnent à un podcast, ils vont le recevoir ainsi. Il y a moins cet aspect, ce jeu de l'algorithme comme on peut l'avoir pour un TikTok par exemple. Et donc, ça permet une plus grande créativité. Et j'en parle là parce que c'est-à-dire que du point de vue des marques aussi, c'est intéressant de se dire, bah oui, sur un format court, il y a peut-être quelque chose à construire et des intégrations qui sont plus courtes de fait. Peut-être que dans le cadre de formats plus longs, il y a des choses à imaginer avec une collaboration plus forte, disons, avec la marque. Mais il y a de fait une plus grande liberté et que la radio et que même d'autres réseaux sociaux. Et c'est intéressant à voir. Et je voulais juste dire un petit truc qui est assez marrant à voir, notamment auprès des plus jeunes. J'avais lancé il y a peut-être 4 ans maintenant un autre podcast plus sur un format de discussion informelle sur des sujets culturels et c'était après le lancement du Go Decrypt, mais la chaîne n'était pas aussi grande et au moment où j'avais lancé ce podcast là, j'avais reçu des centaines de messages de gens qui me suivaient qui me disaient mais en fait je comprends pas, tu dis que tu lances un podcast, mais moi je suis pas sûr en fait de ce que c'est parce que pour moi un podcast et pour ceux qui suivaient à l'époque ça, un podcast c'était encore dans l'imaginaire de beaucoup de jeunes des vidéos sur YouTube humoristiques. C'était le nom qui était donné aux vidéos d'un Cyprien ou d'un Norman qui faisait un podcast, comme on l'appelait, sur n'importe quoi, les profs, avec une vidéo humoristique sur les profs. Et du coup, il y a eu un gros travail d'explication de non, en fait, un podcast audio, il faut aller sur une application comme Apple Podcast, etc. Et aujourd'hui, heureusement, ça commence à aller un peu mieux parce que, de fait, Spotify, notamment, font partie de ces plateformes-là qui ont voilà, on a notre habitude d'aller sur Spotify, on voit qu'il y a des podcasts qui apparaissent, on peut s'abonner, on peut retomber dessus. Là où jusqu'ici, quand on avait surtout des applis de podcasts comme Apple Podcast, si tu rentrais pas là-dedans, en fait, il n'y a aucun moyen de les découvrir, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Ouais. Clémentine, de ton côté, est-ce que tu développes d'autres petits contenus? Alors, tu as une marque, toi, et c'est la dernière question, et après, on invitera les régies à venir pour les premiers pitchs et le club des annonceurs pour lancer ces meet-up régies. Tu as une marque, toi, et de ton côté, tu développes et tu déclines en fait cette marque sous plein de formes, et notamment des événementiels. Oui, moi j'ai pris le parti de décliner en fait ma marque Bliss Stories, qui est donc le podcast à la base, vers tout un tas d'autres supports. Mais c'est une marque qui est venue te voir pour ça ou alors Non, en fait, moi j'ai très vite écrit un livre déjà. Ensuite, j'ai lancé une chaîne YouTube. Puis j'ai créé en fait un programme d'accompagnement à la grossesse et au postpartum qui s'appelle Bliss Bump, qui est un format payant. Et puis on a sorti un produit physique qui est un Vanity, le Bliss Vanity pour le postpartum. Et puis maintenant, effectivement, Bliss monte sur scène, donc c'est complètement fou et ça devient en fait tout un écosystème autour de la marque. Je serai samedi à Lille, ouais, donc c'est développement. Puis à Lyon, puis à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'avec les marques, moi, ce que je propose, c'est évidemment du roast-read, mais aussi parfois aussi très souvent des bundles aussi via Instagram où Instagram permettant quand même beaucoup de relayer aussi les annonceurs du podcast sur Insta. C'est vraiment un engagement voilà, de la communauté au sens large, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses annonceurs. Il faut bien choisir ses annonceurs. Si je peux me permettre de passer un message qu'on défend, je crois tous les trois assez clairement, mais il faut énormément. Il y a un carnage qui a été fait sur Instagram, notamment des sponsoring et des publicités qui sont faites sans être explicites.
Ouais. avec des gens des influenceurs, des influenceuses qui vont essayer une crème un jour, te dire j'adore cette crème, elle est fantastique, puis le lendemain une autre crème, puis le lendemain une autre crème. À la fin, tu te dis attends, j'achète laquelle? Enfin voilà. Et tu sais pas que c'est sponsorisé, tu sais pas que c'est payé, etc. Ça, je pense qu'il y a une responsabilité commune à pas faire ça, parce que ça détruit toute la valeur pour les marques, pour les intermédiaires, labels, régies, etc., pour les podcasteurs, parce qu'à un moment, tu brouilles complètement les messages. Il faut toujours identifier qu'est-ce qui est rémunéré de ce qui n'est pas rémunéré. Quand tu prends, il y a des podcasteurs qui prennent des invités qui vont payer pour venir sur leur podcast. Oui, aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Oui, mais moi, je le fais pas. Mais à la limite, je suis OK avec ça tant que je le sais. Ouais. Tant que quand tu sais pas et que c'est flou, finalement, ça détruit de la valeur. L'Arcom est dans la salle et je pense que maintenant, ils ont la responsabilité du digital et peut-être que c'est un message à passer à nos amis de l'Arcom qui nous entendent pas en plus. Je vais demander donc, je veux d'abord vous remercier, vos petits récepteurs. Et Merci beaucoup. merci d'avoir joué le jeu. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.